Bonjour, mon nom est Marie-France Nicole, pharmacienne, et je suis en compagnie de Dr. Jacques Brown, rhumatologue praticien depuis plus de 30 ans et chercheur clinicien senior au Centre de recherche du CHU de Québec, Université Laval. Bonjour, Dr. Brown. Bonjour, Madame Nicole. Dr. Brown, je suis vraiment heureuse de vous retrouver pour cette troisième et dernière capsule. Dans la première capsule, vous avez abordé la surveillance de la pharmacothérapie. Et dans la deuxième, vous avez abordé les risques associés à un retard de l'injection de dénosumab. Dans cette dernière capsule, j'aimerais discuter des notions d'écart thérapeutique, d'adhésion au traitement et de pause thérapeutique en ostéoporose. Commençons tout d'abord par l'écart thérapeutique. Au Canada, moins de 25% des patients reçoivent un traitement pharmacologique après une fracture de la hanche. En comparaison, 80% des patients ayant subi une crise cardiaque ont reçu des médicaments pour prévenir une future crise cardiaque. Et pourtant, le risque de fracture ultérieure après une fracture de la hanche récente est similaire au risque d'infarctus du myocarde aigu après un premier infarctus du myocarde aigu. C'est un écart quand même important. Comme pharmacienne, comment je peux aider ces patients? La fracture de fragilisation, comme la fracture de la hanche ou la fracture vertébrale atraumatique, est un événement de l'ostéoporose et justifie une prévention secondaire avec un traitement antirésorptif. Comme pharmacienne, vous pouvez intervenir auprès de ces patients et de leurs médecins afin de suggérer un traitement antirésorptif. Vous pouvez également détecter les patients sous prednisone à 7,5 mg par jour ou plus depuis plus de 3 mois, qui constitue une indication ferme de traitement. L'outil de calcul FRAX est utile afin de calculer la probabilité de fracture sur 10 ans. Effectivement, ce sont des situations où je peux certainement intervenir. Et concernant l'adhésion au traitement, j'imagine que le pharmacien peut là aussi faire une différence. Oui, certainement, considérant qu'après 2 ans d'utilisation, selon l'INES, le taux de persistance sous bisphosphonates oraux est de 35% et que seulement la moitié de ces patients, soit 18%, prennent adéquatement 80% ou plus de leur dose. Ce portrait d'usage pour le dénosumab indiquait une persistance chez 68%, avec une adhésion de 80% ou plus chez 82%, soit 55% recevant un traitement optimal. Le pharmacien peut donc améliorer l'issue du traitement de plusieurs façons, en mettant en place un système de rappel, en rappelant régulièrement les modalités d'administration, en aidant les patients à gérer les effets indésirables et en renforçant le message que le traitement est efficace et sécuritaire s'il est pris tel que recommandé et au long cours. Oui, vous avez bien raison. Certains messages doivent être répétés à intervalles réguliers. En terminant, j'aimerais avoir des précisions sur le concept de pause thérapeutique en ostéoporose. La pause thérapeutique ne s'applique qu'aux agents ayant un effet thérapeutique résiduel, comme les bisphosphonates. Elle ne s'applique pas à l'hormonothérapie, au raloxifène ou au dénosumab. Pas plus d'ailleurs qu'aux agents ostéoformateurs comme la tériparatide ou le romosozumab, qui requièrent une transition à un antirésorptif. Pour les femmes ménopausées sous bisphosphonates depuis au moins 5 ans, on peut considérer une pause thérapeutique seulement si le risque de fracture est modéré. La situation doit être réévaluée tous les 2 à 3 ans. Il est cependant important de se rappeler que tout comme les autres maladies chroniques, comme l'hypertension et le diabète, le traitement de l'ostéoporose en prévention secondaire est un traitement au long cours. Oui, je réalise que le pharmacien a un rôle important à jouer dans la prise en charge des patients souffrant d'ostéoporose, évidemment en collaboration avec le médecin et le patient lui-même. Je vous remercie sincèrement, Dr. Brown, pour ces précisions. Ça m'a fait plaisir.